On a commencé à voir dans l'épisode précédent les principales dispositions de GDPR. On va continuer, dans ce nouvel épisode, à étudier le contenu du règlement. Grand changement par rapport aux lois précédentes, les sanctions sont nettement plus lourdes. Il y a des conséquences pour les entreprises qui ne respectent pas les règles. De grosses amendes, de très grosses amendes, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros, la valeur la plus élevée étant retenue. Aucune organisation, petite ou grande, ne peut ignorer de tels montants. La sanction devient proportionnelle à la taille de l'entreprise. Et ça vaut aussi pour les filiales. Par exemple, Google France est une petite filiale au sein du groupe Alphabet. Et bien là, en cas de problème sur les données personnelles liées à Google France, c'est le groupe Alphabet qui pourrait se voir sanctionné d'une amende allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires du groupe. GDPR fait monter le niveau de risque, et du coup, ce risque apparaît au tableau de bord des dirigeants des grandes sociétés, y compris dans les plus grands groupes. Si le groupe prend une amende aussi élevée, cette année-là, on peut être certain que personne n'aura de prime. Il est possible que les sanctions prononcées fassent l'objet d'une publicité, au détriment de l'image publique de l'entreprise. Enfin, dans certains cas, une obligation d'arrêt du traitement peut être prononcée, avec des conséquences potentiellement catastrophiques sur l'activité de l'organisation fautive. Il y a une obligation d'information des personnes, ce sont typiquement les fameuses mentions légales. Un point important, cette information doit être donnée au moment où on collecte les données de la personne. On doit lui fournir les éléments suivants: l'identité et les coordonnées du responsable de traitement, le cas échéant les coordonnées du DPO, on verra un petit peu plus tard ce qu'est un DPO, les finalités du traitement ainsi que sa base juridique. Cette base juridique peut par exemple être l'intérêt légitime de l'entreprise, à condition de préciser quel est cet intérêt légitime, ou bien ça peut aussi être le consentement de l'individu. Le règlement liste un certain nombre de possibilités. Les destinataires des données personnelles, s'il y en a. Le cas échéant, les transferts de données vers un pays tiers hors Union européenne ou vers une organisation internationale. La durée de conservation des données. Le fait que l'individu dispose des droits d'accès, de rectification et d'effacement. Le fait qu'il ait aussi la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. Le cas échéant, l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage. Une des grandes différences par rapport à avant GDPR, c'est l'accès aux données personnelles. Avant, il était très difficile de récupérer ces données chez les entreprises. Avec GDPR, vous avez le droit sans condition préalable, sans motif spécifique, de demander à une organisation, une entreprise, de vous transmettre les données qu'elle a vous concernant. Par exemple, vous pouvez demander à votre opérateur, si jamais il collecte des données sur vos déplacements, de vous fournir une copie de ces données. Vous pouvez demander à Facebook de vous fournir une copie de l'intégralité des données personnelles qu'ils ont vous concernant. Ces données doivent être fournies dans un format exploitable, pas dans un format totalement inutilisable. Il peut arriver que des données collectées sur vous soient inexactes ou incomplètes. GDPR vous donne le droit d'obtenir du responsable de traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données personnelles vous concernant. Une autre disposition, c'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est la possibilité pour un individu de demander à une organisation, une entreprise, de supprimer les données personnelles qu'elle possède le concernant. Alors attention, ce n'est pas quelque chose qu'on peut demander comme ça, sans condition. En fait, il y a un certain nombre de raisons possibles qui peuvent motiver ce type de requête. Par exemple, on peut demander l'effacement, dans les meilleurs délais, de données personnelles ou concernant lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. On peut aussi demander l'effacement lorsqu'on a fait valoir son droit d'opposition. En effet, une personne a le droit de s'opposer à tout moment au traitement de ses données personnelles. Le droit à la portabilité facilite le transfert de vos données personnelles d'un prestataire de service à un autre, lors de passage à la concurrence. Par exemple,
vous avez un dossier client chez votre assureur contenant vos données personnelles et vous décidez de passer chez un autre assureur, un concurrent. Eh bien, le droit à la portabilité vous permet de demander à votre assureur de faire passer vos données personnelles directement au nouvel assureur. Du coup, au niveau de chaque industrie, il y a une nécessité de s'harmoniser pour pouvoir faire ce type d'échange. L'idée des législateurs, quand ils ont écrit cet article, c'était de l'APIisation. Chaque entreprise concernée fournirait une API vers son système d'information pour pouvoir atteindre les données en question, avec bien sûr l'authentification et les contrôles d'accès adaptés. Et à partir de là, en cas de passage à la concurrence, le client n'aurait plus besoin de transmettre de nouveau ses données personnelles. Il ne ferait qu'autoriser la transmission de ces données depuis son prestataire actuel vers le nouveau. En cas de traitement automatisé de données personnelles, des problèmes d'équité peuvent apparaître. Par exemple, votre candidature pour intégrer une université pourrait être injustement rejetée par un algorithme. La position du règlement sur le sujet, c'est qu'une personne ne doit pas faire l'objet d'une décision à son désavantage sur la seule base d'un traitement automatisé. En d'autres termes, si l'algorithme produit une décision positive pour l'individu, il n'y a pas de problème. Mais s'il s'agit d'une décision négative, il faut obligatoirement une validation humaine derrière ça. Il y a une partie importante concernant les processus de notification en cas de fuite de données. Fuite de données ou même d'une manière plus générale, incident de sécurité concernant des données personnelles. En effet, un incident, ça peut aussi être la destruction de données ou leur altération. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est sur les fuites de données que l'accent va être mis, qu'il s'agisse de fichiers qui se perdent dans la nature de manière accidentelle, ou bien de vol de données. GDPR est notamment très précis sur les délais de notification. En cas de violation de données personnelles, le responsable de traitement doit notifier l'autorité de contrôle, si possible dans les 72 heures après qu'il en ait eu connaissance. S'il met plus de 72 heures, la notification doit être accompagnée du motif de ce retard. Cependant, si l'incident en question n'est pas susceptible d'engendrer un risque pour les personnes concernées, la notification n'est pas obligatoire. En revanche, en cas de risque élevé pour la personne, le responsable de traitement doit notifier celle-ci dans les meilleurs délais. Notons toutefois que cette communication à la personne n'est pas nécessaire si les données ont été rendues incompréhensibles pour les personnes non autorisées. En d'autres termes, si ces données ont été chiffrées de manière adéquate. Le sous-traitant doit lui aussi faire part au responsable de traitement de toute violation de données personnelles dont il aurait connaissance, et ce dans les meilleurs délais. Le PIA est une autre des nouveautés apportées par le GDPR. Il s'agit en fait d'une analyse de risque, qui est obligatoire dans un certain nombre de cas. Par exemple, en cas de traitement de gros volumes de données sensibles, de profilage sur lequel se basent des décisions pouvant impacter les gens, ou encore de surveillance à grande échelle d'une zone accessible au public. En fait, les critères importants sont les suivants. Le nombre d'individus concernés, la quantité de données par individu, la durée de rétention des données et l'étendue géographique. Il est important de préciser que le PIA est une étude d'impact, une appréciation des risques, du point de vue de la personne concernée, et pas de l'entreprise, comme c'est généralement le cas dans les analyses de risque. Si le PIA indique un risque élevé, il faut abandonner le projet, ou bien prendre conseil auprès de l'autorité de contrôle locale. Les PIA devront bien évidemment être conservés dans la base documentaire attachée au registre des traitements, en vue d'un éventuel contrôle. Le Data Protection by Default est un principe de précaution qui pourrait se résumer ainsi. Les données personnelles dont vous n'avez pas réellement besoin, vous ne les prenez pas. Le Data Protection by Design, c'est l'idée suivante. Quand on met en place un système, une plateforme de traitement de données personnelles,
On doit faire en sorte que le système en question soit conçu pour garantir autant que possible la confidentialité de ces données. Donc ça veut dire par exemple que quand on utilise des jeux de test, on va utiliser des données qui ne seront pas des données réelles, mais des données anonymisées. Ou bien que quand on a une chaîne d'intervenants dans un système, on va limiter leurs droits pour qu'ils n'accèdent qu'aux données auxquelles ils ont réellement besoin d'accéder pour pouvoir faire leur travail. On est donc ici à la fois sur des questions de design technique et de design organisationnel des chaînes de traitement. Traditionnellement, la gestion de la sécurité et les moyens mis en œuvre sont à la discrétion de chaque organisation. Il existe d'excellents recueils de bonnes pratiques. On va vous dire des trucs du genre « faites du chiffrement sur vos connexions »,« chiffrez les données au repos »,« limitez les droits d'accès »,« utilisez des mots de passe complexes », etc. Ce sont des bonnes pratiques qu'on connaît bien, qui nous sont répétées depuis des années. Mais ça reste juste ça, des conseils. Il n'y a pas d'aspect contraignant pour les entreprises au niveau juridique. On peut le faire, on peut ne pas le faire. Ça n'est pas répréhensible d'un point de vue légal. Avec GDPR, les choses sont différentes. Quand on est dans le cadre d'un système de traitement de données personnelles, on est dans l'obligation légale de mettre en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles adaptées aux risques. Ça implique du coup qu'on doit faire une analyse de risque afin de pouvoir évaluer son niveau. Ça implique aussi qu'on devra mobiliser des moyens à la mesure de ce niveau de risque. On verra un peu plus tard dans les épisodes sur la mise en conformité quelles sont concrètement les mesures à mettre en œuvre. GDPR définit un nouveau rôle, celui de DPO. Le DPO, c'est le Data Protection Officer. C'est une personne qui va être le coordinateur de la mise en conformité de l'organisation avec GDPR, qui va aussi être la passerelle, le point de contact entre l'autorité de contrôle et l'entreprise. Il faut préciser que ce rôle existait déjà avant GDPR dans de nombreux pays européens. En Allemagne, par exemple, ce rôle était déjà obligatoire dans les entreprises de plus de 9 personnes depuis 1977. En France, il avait été créé à peu près à la même époque, mais à titre facultatif. Dans GDPR, la désignation d'un DPO n'est obligatoire que dans les cas suivants. Quand le traitement est effectué par un organisme public. Quand les activités de l'organisation sont des opérations de suivi régulier et systématique à grande échelle d'individus. Quand les activités de l'organisation consistent en un traitement à grande échelle de données sensibles. Alors, petite remarque en ce qui concerne les professions libérales concernées par GDPR et la nécessité d'avoir un DPO. Je pense ici notamment aux notaires, aux médecins, aux pharmaciens, etc. Dans ce type de cas, il devrait y avoir un DPO mutualisé par profession. Concernant le DPO, il faut assurer qu'il est indépendant et qu'il bénéficie de ressources suffisantes pour assurer sa mission. Il fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction. Il est soumis au secret professionnel en ce qui concerne l'exercice de ses missions. Il peut exécuter d'autres missions, d'autres tâches, à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Les missions du DPO sont à minima les suivantes. Informer et conseiller sur les obligations de GDPR. Autrement dit, tout ce qui est formation et sensibilisation du personnel participant aux opérations de traitement. Veiller à la conformité des traitements de données vis-à-vis du règlement GDPR. Dispenser des conseils en ce qui concerne les PIA, les analyses d'impact qu'on a vues précédemment. Être un point de contact pour l'autorité de contrôle. L'exploitation des données personnelles offre des perspectives financières particulièrement alléchantes pour les entreprises. Le DPO est là pour veiller à ce que tout le monde reste dans la légalité. Pour cela, il va devoir impérativement sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés, aussi bien le responsable de traitement que les personnes en charge de leur mise en œuvre. Le DPO a une fonction de conseil et de recommandation. Il va falloir le consulter avant la mise en place de tout nouveau traitement. C'est un bon moyen de vérifier la régularité de ces nouvelles opérations. Et puis, on charge en général le DPO de tenir le registre des traitements, qui lui est souvent obligatoire. La loi n'impose pas de qualification précise pour être DPO. Néanmoins, pour exercer ses missions, le DPO doit avoir des connaissances juridiques précises sur le sujet de la protection des données personnelles,
Il doit aussi être à même de comprendre la structure IT de l'entreprise et tout ce qui touche à la sécurité du système d'information. Donc pas de qualification spécifique, mais un large éventail de compétences. On notera aussi que la désignation d'un DPO traduit une démarche éthique et responsable. C'est un gage de confiance pour les personnes dont les données sont traitées, que ce soit les clients ou les salariés. Nous sommes en relation directe avec les enjeux d'image de marque et de stratégie de réputation. Jan Albrecht, en tant que rapporteur du Parlement européen pour GDPR, a mené les négociations qui ont permis l'adoption du règlement par le Parlement, puis par le Conseil. We had the good outcome that with this general data protection regulation, the role and the position of data protection officers in controllers, in companies and businesses has been strengthened, and also we have now the duty for certain companies to also appoint data protection officers if they process huge amounts of personal data, huge amounts of sensitive personal data, or if they, for example, profile people in a way that they follow their behavior, and so on and so on. There are certain situations, but in general the position of the data protection officer is strengthened, and that is a huge step forward. And I would say that for the exercise of the new framework and for the accountability to the new framework, data protection officers are playing a very key role and will play a key role also to interpret and apply these new rules and explain it to the board members, to those who are taking the decisions in businesses, for example, where now data protection really has to play an important role and has to be respected even more, as we have directly enforceable EU framework which also foresees strong sanctions, meaning that if there is a breach to data protection standards in the future, there will be sanctions up to 4% of the yearly worldwide turnout of the respective company or enterprise. And that means that nobody will be able to ignore that anymore, that there is a real heavy interest to follow these rules, that there's a heavy interest also by the consumers to get trust in the application of these rules. Otherwise, they will perhaps not take part anymore in the certain offers or services or products which are brought to them. On a fait le tour des dispositions les plus importantes du règlement. Le GDPR est un des meilleurs textes de protection des données personnelles qui ait été produit à ce jour, et il fera certainement école. On va, dans les épisodes suivants, se pencher sur la question de la mise en conformité.